Merci. Alors bonjour, merci d'être resté si tard pour cette dernière conférence. Nous avons tous des intuitions en pédagogie. Moi j'enseigne depuis très longtemps, j'ai des intuitions, mais je vais parler aujourd'hui, puisque le titre c'est les fondamentaux de la pédagogie, de théorie. À quoi sert la théorie? Elle sert quand l'intuition nous fait défaut ou quand elle nous trompe. Alors, les médecins, les infirmières ont la chance d'avoir un métier plein d'images. On a des images du cœur, du rein, tandis qu'en pédagogie, il y a peu d'images. Et je me suis un peu attaché à présenter les théories sous forme d'images. Et je vais tout de suite commencer par ce que je pense être l'architecture de toute intervention pédagogique, de toute formation, qu'elle soit de très brève durée ou de plus longue durée, étant donné que la pédagogie s'occupe évidemment d'avoir un impact sur les conduites humaines et sur ce qui les mobilise, sur ce qui les cause, c'est-à-dire les facteurs de production des conduites humaines. Je pense qu'il y a 3 piliers à une formation, très courte ou très longue. D'abord, les objectifs, où on veut en venir, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit changé du point de vue structure mentale ou du point de vue conduite chez d'autres personnes. Les évaluations, tout de suite après les objectifs. En effet, les pédagogues pensent d'abord aux évaluations avant de penser à la méthode, aux méthodes. Ça sert à rien de parler des objectifs si on n'est pas précis au point de dire comment on va évaluer qu'ils sont atteints ou qu'il y a encore à travailler. Et puis enfin, les méthodes. Ce code de couleur rouge, jaune, rouge, vert, bleu, je vais le garder tout au long de l'exposé. De nos jours, vous le savez, la pédagogie est très marquée par le principe des compétences, c'est-à-dire développer chez des personnes des capacités d'agir en situation, mais en mobilisant des attitudes, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être et des choses de genre. L'architecture de la pédagogie ne se termine pas là. Ceci, c'est 2 dimensions, comme vous voyez, hauteur, largeur. Et il y a une 3e dimension qui est la profondeur de l'évaluation. Alors, profondeur dans le sens des échéances, dans le sens des étapes, dans le sens de quand se pratiquent certaines évaluations que vous connaissez très bien. Je vais les passer en revue très rapidement. Les 4 étapes des évaluations. Première étape, c'est la satisfaction. Est-ce que la formation vous a satisfait? Est-ce que le café était bon? Est-ce que on a respecté l'horaire? Satisfaction. C'est ce qu'on fait d'habitude parce que c'est ce qui coûte le moins. 2e étape, c'est les acquis. Mesurer les acquis. Est-ce que des personnes ont changé leurs connaissances, ont changé leurs attitudes, ont changé leur savoir-faire, ont changé les acquis? C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on fait une formation certificative. Dans les universités, dans les hautes écoles, quand on donne un certificat, un diplôme à des personnes, eh bien, on les a testés par des examens. C'est ça la certification des acquis. Et puis, il y a les conduites sur le terrain. Autrement dit, 6 mois après, 1 an après, ou même 10 ans après, qu'en reste-t-il en termes de conduite? Qu'est-ce que les personnes qui ont été formées ont changé dans leur conduite sur le terrain? C'est évidemment beaucoup plus difficile à faire puisque les personnes sont dispersées après la formation dans des endroits très différents. Et enfin, les impacts ultimes. Les impacts ultimes pour les bénéficiaires ultimes. Alors, c'est quoi les bénéficiaires ultimes? Quand un professeur forme des étudiants, quand on forme des professeurs, les bénéficiaires ultimes, ce sont les étudiants. Quand on forme des médecins, les bénéficiaires ultimes, c'est les patients. Quand on forme des infirmières, les bénéficiaires ultimes, ce sont les patients. Et cette architecture-là, je vais m'en servir tout au long de l'exposé pour introduire les notions une à une. Je vais notamment réfléchir à rebours. Autrement dit, on se pose toujours, vous le savez, c'est un peu évident ce que je dis, mais simplement je le dis en dessin. On se pose d'abord, la première question de toutes, c'est le but ultime. Quel est l'impact ultime? Alors imaginons que notre impact ultime, notre but ultime, ça soit de réduire le risque d'infection nosocomiale. C'est-à-dire de diminuer le nombre de maladies et le nombre de décès. Ça, c'est le but ultime. Pour y arriver, par exemple, un sous-but ou un but intermédiaire, c'est d'augmenter le lavage des mains. Et puis on va régresser comme ça, à rebours, pour ce faire, que va-t-on faire? Eh bien c'est sur ce qu'il reste, qui n'est pas écrit sur cette diapositive, que je vais maintenant me fonder. Vous n'avez pas besoin de moi pour définir, réduire le risque d'infection nosocomiale, ni pour savoir que augmenter le lavage des mains serait une bonne stratégie. C'est qu'est-ce qui amène des personnes à augmenter le lavage des mains, ou au contraire, à ne pas l'augmenter, donc les causes. Alors, je vais prendre une étude dont j'ai mis ici les références
En 2013, les CHU de Caroline du Nord, 853 lits, ont expérimenté une nouvelle politique incitant le personnel à se laver les mains et ils ont mesuré l'impact sur le taux de lavage des mains. Vous remarquez en bleu les méthodes, expérimenter une nouvelle politique, dont d'ailleurs on ne dira rien. Une nouvelle politique, qu'est-ce que c'était? On n'en sait trop rien. Et mesurer l'impact sur le taux de lavage des mains. Alors, ils ont observé l'impact sur le taux de lavage des mains sur 17 mois. Ils sont passés de 80% à 95%. Et en ce qui concerne le taux d'infection nosocomiale, ils sont passés à 197 infections évitées. J'avoue que je ne sais pas très bien comment ils ont évité ça. Soit 22 décès en moins et un gain de 5 millions de dollars US. Enfin, peu importe. Ceci pour dire qu'il existe des méthodes, et ce n'est pas de ça que je parlerai, pour mesurer l'impact sur les infections nosocomiales et l'impact sur le lavage des mains. Moi, je vais parler du reste, c'est-à-dire de ce qui est ici. Pour augmenter le lavage des mains, quels sont les facteurs psychologiques, les facteurs qui font que certaines personnes les lavent quand il faut ou au contraire ne les lavent pas? Et ici en bleu, par quelle méthode pourrait-on influencer ces facteurs? Par quelle méthode pourrait-on augmenter la propension des personnes à faire ce qu'il faut en quelque sorte? Et je vais vous présenter un modèle qui s'appelle ACID. Et je vais vous présenter pourquoi il s'appelle ACID sur un exemple bien précis. Le principe étant, pas de prescription sans diagnostic. Autrement dit, en psychologie, en pédagogie, comme en médecine, pas de prescription sans diagnostic. Malheureusement, trop souvent, en pédagogie universitaire, c'est ma spécialité, dans les universités que je visite, on organise des remédiations, on dit tous les étudiants qui ont eu moins de 10 sur 20 lors de leur test, ils vont dans la grande salle où il y aura la remédiation. Un peu comme si, dans un hôpital, on disait tous les patients qui sont en train d'attendre dans la salle d'attente vont dans le grand amphi où on va leur donner le remède, le traitement. Il manque là-bas le diagnostic, et c'est sur ça que je vais maintenant me focaliser. Je l'ai appelé ACID à cause d'un moyen mnémotechnique que je me suis donné pour énumérer un certain nombre de choses qui ne sont pas de moi, qui sont de la psychologie en général, et que vous allez voir, vous allez reconnaître évidemment, et que je n'ai pas inventé. Prenons le cas du pourquoi ne portez-vous pas les gants quand c'est requis. Imaginons que ce soit une question, et on l'a posée évidemment à de nombreuses reprises. Et ce qui est intéressant, c'est le type de réponse et ce que ça dénote. Je n'aime pas cette sensation sur ma peau. Facteur affectif, j'aime pas. J'ai plus le ressenti de la pulpe des doigts. Facteur sensoriel. Je manque de dextérité pour les enfiler. Sensorimoteur. Selon moi, il ne contribue pas à l'asepsie, ce qui est un problème de connaissance. La personne qui pense ça a un problème de connaissance. Je ne me crois pas capable d'y arriver. Problème d'image de soi. Et faut-il vraiment les porter? Problème de décision. Eh bien, selon le diagnostic qu'on a fait, selon ce que la personne pense, ou l'intervention ne va pas être la même. Et donc, il n'y a pas de raison de faire des formations passe-partout qui répondent à tous les problèmes, comme il y aurait un médicament passe-partout. Il faut d'abord diagnostiquer. Et j'ai pris cela, ACID, ASCID, parce que c'est le cœur dans mon esprit d'une série de 12 facteurs, et je vais continuer. Il n'y a pas que cela. 12 facteurs. Je continue. Il m'irrite la peau, facteur biologique. Cela casse mes automatismes, facteur habitude. C'est une barrière à la relation avec les patients, facteur relationnel. J'y pense et puis j'oublie, facteur volition, c'est-à-dire la protection de la décision. Souvent, on décide de choses, mais pour un certain temps, et puis on abandonne. J'y pense et puis j'oublie. Cela fait perdre du temps, or on n'en a pas assez. Facteur matériel, comment caser cette opération dans le temps qui reste. Les autres dans le service ne le font pas. Facteur norme. Ces gants non dégradables polluent l'environnement. Empreinte écologique. Bon, en voilà 12. Ce sont 12 tiroirs qui sont bien connus par ailleurs, et je pense que c'est utile d'en avoir en tête la liste pour chaque fois qu'on a un problème de pédagogie, de formation, on se pose le problème du diagnostic, au moins dans ces termes-là. Quand on n'a pas d'idée, on se dit je vais revoir un peu les 12 facteurs. Ça a fait l'objet d'une publication en 2010, ACID, le noyau central de 12 facteurs. Ça peut être présenté dans une diapositive où vous voyez ce qu'il y a dans chaque tiroir, qu'est-ce qu'on a mis dans le tiroir matériel, qu'est-ce qu'on a mis dans le tiroir attitude ou affectivité, qu'est-ce qu'on a mis dans le tiroir décision, volition. Bon, tout ça c'est assez évident quand vous pouvez le lire à tête reposée.
On peut aussi s'en donner un dessin. Je me suis fait un petit dessin pour le cas où ça serait nécessaire, où ces 12 facteurs sont dessinés sur un être humain pour qu'on s'en souvienne. Et quand on lit la littérature, ce sont des extraits d'Internet, eh bien, on voit que les personnes, évidemment, forcément, c'est pas moi qui ai inventé les facteurs, je les ai juste mis dans un certain ordre et énumérés, eh bien, ils invoquent le cognitif, ils invoquent l'affectif, elle a compris l'importance, ils invoquent le savoir-faire, nettoyage et désinfection du matériel médical, le savoir-faire, et de temps en temps, cadence de travail, c'est du matériel, méconnaissance, c'est du cognitif, les normes, les mauvaises habitudes, donc on retrouve ces facteurs un peu partout. Alors, je vais redessiner un peu mon schéma différemment. J'ai ici BRH acide, matériel, norme, écologie. Ça, ce sont les objectifs que l'on veut atteindre, l'impact que l'on veut avoir sur les personnes qui sont formées. Je vais mettre ici à droite et à gauche les évaluations, évaluation avant, évaluation après. Et ici au-dessus, les méthodes, en bleu, comme prévu, les méthodes. Évaluation à gauche, évaluation à droite, méthode, et ici, les facteurs sur lesquels on veut avoir un impact. Ceci, c'est le même dessin que tout à l'heure. En ce qui concerne les méthodes maintenant, pourquoi faut-il certaines méthodes? Parce que la liste des facteurs peut être décrite d'une autre façon que schématiquement, comme je viens de le faire, et Konrad Lorenz, ce fameux biologiste autrichien, a une phrase que je trouve remarquable et dans laquelle, de nouveau, je retrouve les mêmes facteurs qui sont ceux-ci. Dit mais pas entendu, donc quand on dit à des gens ce qu'il faudrait faire, dit mais pas entendu, entendu mais pas compris, compris mais pas accepté, accepté mais pas mis en pratique mais pour combien de temps? Eh bien, dans dit mais pas entendu, moi j'y vois un facteur matériel. On n'a pas mis l'affiche à l'endroit où il fallait, par exemple. On a les posters, les flyers n'ont pas été distribués, le document n'a pas été même lu, ou bien le document a été lu mais il n'a pas été compris, il n'était pas clair, les dessins n'étaient pas clairs, les textes n'étaient pas clairs. Compris mais pas accepté, ça c'est une affaire d'attitude, d'affectivité. Accepté mais pas mis en pratique, oui je devrais, il faudrait, j'en ai encore parlé à ma belle-sœur, mais on n'a pas pris la décision. Et enfin mis en pratique mais pour combien de temps? C'est la volition. Donc ce schéma, ce petit modèle en 12 facteurs, je le retrouve à tous les coins de rue, sous toutes les formes. Maintenant, je vais parler des méthodes. Et pour parler des méthodes, je vais les croiser, je vais les mettre ici au-dessus, je vais les croiser avec les acquis qui, eux, sont des lignes. Vous voyez, normes, connaissances, image de soi, affectivité, savoir-faire, volition, etc. Alors, les méthodes... que je dessine donc sous cette forme vous allez voir pourquoi je les dessine sous cette forme, ça correspond un peu à ce que sont les instruments et les méthodes médicales des médecins quand ils interviennent. Donc l'idéal, ce serait en effet d'avoir une trousse. Eh bien moi j'ai une trousse mentale et je vais vous expliquer ce que c'est cette trousse mentale. Vous savez ce que sont les molécules, vous savez que les molécules en chimie, il y en a des milliers et que c'est quasi infini dans la mesure où on en invente chaque jour. Et il suffit de changer une petite chose dans une molécule pour en faire une nouvelle molécule. Mais, par chance, le nombre d'atomes sur lesquels les molécules sont basées sont en nombre relativement limité, beaucoup plus limité que les molécules. Et en gros, les molécules, c'est des combinaisons d'atomes qui sont différentes l'une de l'autre, les molécules, par la nature des atomes, le nombre des atomes et la combinaison des liaisons entre atomes. Eh bien, en pédagogie, je pense qu'il est fécond, intéressant, de penser les méthodes en termes de molécules, les méthodes comme des molécules qui sont faites d'atomes. Alors, je pense qu'il y a des milliers de molécules, des milliers de méthodes, et que vous pouvez inventer une méthode légèrement différente de celle de votre voisin, parce que vous y avez changé une petite chose où vous avez interverti 2 atomes. Et ces atomes, c'est quoi? Et c'est ce dont je vais parler, c'est des événements propices à l'apprentissage. Des événements que j'appelle d'apprentissage-enseignement. Je vais dire pourquoi apprentissage-éducation, apprentissage-enseignement. Parce que chacun de ces atomes-là, chacun de ces événements-là est un peu comme une pièce de monnaie. Autrement dit, une face de la pièce de monnaie est le rôle de l'apprenant, de la personne qui apprend, et l'autre face est le rôle de l'éducateur ou de l'enseignant.
et l'un correspond à l'autre. On peut deviner, quand on connaît l'un, on peut deviner l'autre. Quand on impacte une pièce de monnaie comme ça, ce qui est visible ici est devinable là-bas. Et je vais les prendre un par un, il y en a 8, comme vous voyez là, je n'en ai mis que 8, et les voilà. Observation, imitation. Nous apprenons beaucoup en observant d'autres personnes faisant un certain nombre de gestes. On le fait volontairement et souvent involontairement. Ne prenons que la prononciation, par exemple. Eh bien, chez nous, hein, en Belgique, on ne parle pas tout à fait comme en France, et c'est par imitation. Hein. Enfin, voilà. Donc, et ça, c'est involontaire. Ça, en rouge, donc j'ai mis ce que fait l'apprenant, quel est le rôle de l'apprenant, c'est apprendre par observation et imitation. En bleu, je vais mettre le rôle du formateur. Si on veut que l'apprenant apprenne par imitation et observation, le formateur est en charge de la modélisation. Pas forcément lui-même le modèle. Si on enseigne une autre langue, par exemple, ben, ça peut être la télévision, ça peut être des enregistrements. C'est pas forcément le professeur de langue qui est le modèle, mais il a en charge la modélisation. Quand on joue au basket, eh bien, le coach de basket a en charge de montrer des modèles, pas forcément lui qui lance au panier, mais montrer des grandes équipes de la NBA. Voilà. L'apprentissage verbal significatif par réception. L'étudiant, il regarde, il écoute, il lit, et bien sûr, le professeur, lui, le formateur, a le rôle, doit jouer le rôle de la transmission. L'exercitation, la pratique, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre, conduire une voiture, nager, écrire, parler, qu'on ne peut pas apprendre rien qu'en observant, rien qu'en écoutant quelqu'un nous dire comment il faut faire, ça doit se pratiquer. Et quel est le rôle alors de formateur? C'est le guidage. Guidage avant, guidage pendant, guidage après. Guidage avant en sélectionnant des tâches qui ne sont pas trop difficiles, guidage pendant en facilitant l'exécution, guidage après en faisant remarquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et en suggérant des remédiations. Autre modalité d'apprentissage, questionnement. Autrement dit, c'est l'apprenant qui pose des questions, et ça change tout. C'est un petit peu comme dans une salle, quand l'orateur a terminé et que ce sont les personnes dans la salle qui posent la question, là, on est en situation de questionnement, et le rôle du formateur est tout à fait différent. Là, il doit organiser l'approvisionnement, la documentation, soit en permettant à ce que des experts soient dans la salle et puissent répondre, soit en ayant un système informatique qu'on peut questionner, comme Google, comme Internet, qu'on peut soit une bibliothèque, mais le formateur a la charge de l'approvisionnement. Résolution de problèmes, hypothèse et vérification. Donc, mettre les personnes en situation de résolution de cas. Vous savez, des problèmes concrets. Et là, le rôle du formateur est d'assurer la réactivité. La réactivité, c'est par exemple créer des laboratoires de chimie pour que ceux qui expérimentent, qui font des expériences de chimie, puissent voir ce qui se passe. Idem pour les laboratoires de physique. Eh bien, en médecine ou en soins infirmiers, c'est la même chose. Si on veut qu'on résolve des problèmes, il faut que celui qui résout le problème ait des réponses à ces questions. S'il essaye des choses, il voit quelles sont les réactions éventuellement du malade ou du malade simulé à ses actions, etc. Création, rassurez-vous, il n'y en a plus que 3. Création, rapport, mémoire, doctorat. Autrement dit, assez souvent, les personnes en formation doivent, lors de leur formation, faire une chose qu'ils n'ont jamais fait avant, une œuvre, comme on disait chez les compagnons bâtisseurs, un chef-d'œuvre, un travail de synthèse, etc., qu'ils n'ont jamais fait avant. Et là, le formateur doit conforter et finalement aussi confronter. C'est la fameuse épreuve de la présentation ou de la défense. Les échanges et les débats organisés entre patients, mais aussi entre professionnels ou entre patients et professionnels, des échanges et des débats, c'est très enrichissant, c'est très formateur, et évidemment, le formateur a la charge de l'animation. Et enfin, je terminerai par la métacognition, c'est-à-dire le jugement sur soi-même, l'auto-jugement, l'autodiagnostic, ce qui est très difficile, l'autodiagnostic. Que ça ne va pas, ça va bien, ça on est capable. Mais le pourquoi ça va pas, pourquoi ça va bien, l'autodiagnostic est très difficile. Et enfin, la régulation. Et là, le formateur a la charge de renvoyer des traces à la personne, des traces de son comportement, des traces de ses pensées, avec un but d'autonomisation.
Voilà, je vous ai décrit une panoplie des événements d'apprentissage. Quand on les combine de façon différente, ça fait des méthodes à l'infini. Et je vais donner un seul exemple. Imaginons que dans une formation d'une dizaine de personnes, on commence par transmettre des idées qui sont au niveau de la connaissance. Il faudra d'ailleurs qu'on résolve le problème de comment on va mesurer que la connaissance est passée. Ensuite, on lui montre sur une vidéo, par exemple, et là, c'est au niveau du savoir-faire qu'il apprend des choses. Puis, on pratique, et c'est de nouveau savoir-faire. Et puis, on organise un débat et qui aide à la décision. Ensuite, on l'amène à imaginer, créer des solutions pour que la décision soit maintenue, parce qu'on sait que la décision, elle sera mise à mal par la vie de tous les jours et qu'on risque d'abandonner. Et là, de nouveau, la volition, on va devoir imaginer comment on va mesurer qu'il y a eu un impact de la formation sur la volition. Et enfin, la métacognition, zut, j'ai fait ça devrait être des I qui apparaissent, c'est-à-dire savoir où sont ses faiblesses, ce qu'on a encore amélioré, ce qu'on a réussi et où on en est. Voilà, je sais que c'est compliqué, mais je ne pense pas que ce soit en traitant un problème complexe comme s'il était simple qu'on résout les problèmes. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait en médecine et on ne le fait pas comme ça non plus en pédagogie expérimentale. Je dis expérimentale parce que j'ai évidemment le souci, comme tous les pédagogues expérimentaux, de mesurer, de faire des hypothèses et de mesurer l'impact. Alors, je prendrai, puisqu'il me reste 5 minutes, l'évaluation. J'ai parlé un peu des objectifs de ACID, les facteurs de production de la conduite sur lesquels on voulait avoir une influence. J'ai parlé des méthodes qui sont des combinaisons d'atomes, comme je vous ai dit, qui sont des événements d'apprentissage repérables dans le temps et dans l'espace. On sait combien de temps ça a duré et on sait à quel endroit ça s'est produit. L'évaluation. Alors, c'est un sujet énorme qui pourrait prendre évidemment des journées. Je vais juste prendre deux exemples, aux deux extrêmes de modalités d'évaluation, et ce, dans le domaine cognitif. Dans le domaine cognitif, c'est pour ça que je l'ai entouré là en rouge. Prenons les tests AQCM, questions à choix multiples, que j'ai téléchargés depuis qualité et sécurité des soins, gestion des risques infectieux, tests à choix multiples qui mesurent les connaissances. Et j'ai écrit un petit article qui s'appelle « La connaissance partielle chez le patient », mais c'est valable aussi chez l'étudiant, chez l'infirmière, et vous allez le voir chez d'autres professionnels, la connaissance partielle avec degré de certitude. Donc je demande aux personnes de commenter par un degré de certitude chacune de leurs réponses. Ils disent « je pense ceci, vrai, faux, pas vrai », ou bien « j'ai choisi cette solution », ou bien « je vous donne, sans que vous me proposiez des solutions, je vous donne des réponses », et voilà mon degré de certitude. Alors, comment demander les degrés de certitude? Alors, première chose, pas en mots, ne pas le demander en mots. Ne pas dire est-ce que vous êtes peu sûr, moyennement sûr, très sûr, aussi sûr que ma mère, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ma mère. Enfin, autrement dit, peu sûr, moyennement sûr, ça n'a pas de sens, ça n'a pas le même sens chez tout le monde et on ne sait rien faire avec ça. Et je recommande d'utiliser 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ou pour ceux qui n'aiment pas zéro, ils ont bien raison, ils n'aiment pas de dire 0%, qu'il n'y ait aucune place à l'erreur, à la moindre erreur, ou 100%, aucune place à la moindre réussite, et 100%, aucune place à la moindre erreur. Alors, 5% ou 0%, pour moi, c'est la même chose. 95%, 85%, et 100%, c'est la même chose, c'est la même idée. Parce que de toute façon, il ne sert à rien d'être plus précis. Autrement dit, d'entrer dans des 25%, 23%, 28%, 27%, car l'erreur de mesure que la personne fait en disant 40% est à peu près de 10% de chaque côté. Et qu'en science, la prétention de précision ne peut pas être plus grande que l'erreur de mesure. Alors, donc, pas moins de 6 degrés, qui sont comme par hasard les multiples de 20, autrement dit les doigts de la main, ce qui fait que je peux me permettre de le demander à des personnes qui ne sont pas très très éduquées en disant un doigt sur 5, ou 3 doigts sur 5, ou 4 doigts sur 5. Mais pas non plus que 5 ou 6 possibilités, le zéro étant ceci. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, ou si on veut 20%, 40, 60, 80, 100, et ça, c'est 0, évidemment. Et plus nuancé que ça, c'est illusoire. On peut le demander, les gens diront 43,27, mais c'est illusoire parce que les personnes sont incapables de le reproduire.
Ces degrés de certitude, je les ai utilisés pendant une quarantaine d'années sur les pilotes d'avion, en médecine d'urgence, en soins infirmiers, en transfusion sanguine, en radioprotection et évidemment avec mes étudiants et enfin avec des patients diabétiques. Il y a eu plusieurs autoconnaissances des patients diabétiques. L'intérêt d'utiliser des degrés de certitude, c'est que sur ce spectre que vous voyez ici à droite, qui sont les réponses correctes. Voilà une formation qui a été faite dans une chaîne de survie en hôpital neurologique. Et sur 65 personnes, les questions ont été ici bien répondues. Et là, sous le paquet bleu, je vais vous montrer les erreurs. Mais d'abord, le spectre des réponses correctes qui va de... Les réponses correctes données avec 0%, avec 20, avec 40, avec 60, avec 80 et avec 100. Au pré-test, c'est-à-dire avant la formation, on avait cette courbe-là qui est une courbe en J et que les pédagogues aiment bien. Les pédagogues aiment bien la courbe de J et non pas la courbe de Gauss, qui est la courbe du hasard dans le fond. Et on voit qu'après la formation, la courbe est encore plus en J, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup plus de personnes, je crois que c'est en pourcentage, oui, fréquence en pourcentage, 56% des formés ont donné les réponses correctes, enfin, il y a eu 56% de réponses correctes sur beaucoup de questions, avec la certitude maximale 100. Et on est très content parce qu'on est passé de 26% avec la certitude 100 à 56% de réponses correctes avec la certitude 100. On est très content. Voyons ce qui se passe du côté des réponses incorrectes. Et là, on voit que la ligne rouge qui représente les réponses incorrectes a chuté. Donc, il y a moins de réponses incorrectes après la formation. On est très content. Malheureusement, on peut constater qu'en ce qui concerne les réponses incorrectes avec la certitude 100, il y en avait 8% avant, il y en a 11% après. Et ça, c'est un phénomène qui n'est visible que grâce au degré de certitude. Autrement dit, après une formation, la plupart des gens augmentent leur certitude aussi bien dans les réponses correctes que dans les réponses incorrectes. Et c'est très intéressant de le savoir pour donner la priorité à remédier ces quelques questions ou ces quelques personnes qui ont une certitude plus élevée après qu'avant sur les réponses incorrectes. Certitude plus élevée sur des réponses incorrectes. Ça, ce sont quelques ouvrages que j'ai écrits. Et je vous avais promis de vous donner un exemple aux deux extrémités. Ceci, c'est un exemple que vous connaissez très bien, qui n'a rien à voir avec les degrés de certitude papier-crayon sur des tests, en gros. C'est la simulation. Donc ici, dans la Haute École Robert Schuman de formation d'infirmière près de Liège, qui est associée à l'Université de Liège, c'est un professeur, c'est une dame professeure qui simule dans une pièce, parce que chacune des pièces simule un cas, un malade, un patient différent. Et ça, c'est un étudiant qui est en formation et qui doit pratiquer des soins. D'abord, il doit lire la note qui rappelle la maladie du patient. Et ces simulations sont assez fines. Par exemple, dans ce cas-ci, c'était camouflé sous la forme d'un problème de jambes et de jambes cassées, alors qu'en fait, ce que le professeur avait, la patiente avait et qui avait été mis dans le cas, c'était des problèmes pulmonaires qui ne se détectaient que quand l'infirmier redressait le lit. Alors là, la personne toussait, et il fallait que sans qu'on lui ait mis la puce à l'oreille, l'étudiant infirmier détecte ça. Voilà, j'en ai terminé. J'ai, surtout dans le document écrit qui vous sera accessible, je suppose, mis toute une série de bibliographies pour que vous puissiez elles sont la plupart du temps téléchargeables, vous voyez ici en bleu, gratuitement, car mon université de Liège se veut très engagée dans l'open access non payant, ou un open access où ni les auteurs ni les lecteurs ne payent. Voilà. Merci de cette gratuité et ce partage d'expérience. Avez-vous... Alors, moi j'ai une question. Bonjour. Charles Zahar, Bobigny. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous donne un petit peu de... Je suis sourd, hein, c'est pour ça que... Merci pour cet exposé, ça nous donne un petit peu de peps. J'ai une question à vous poser. Autant dans la pédagogie à l'université,
on voit comment on peut utiliser ces moyens et les installer dans le temps, parce qu'on a besoin de temps pour former les étudiants, autant dans notre pratique clinique où le temps est limité. Comment pouvons-nous faire pour utiliser les moyens les plus efficients parmi la panoplie de ce que vous avez proposé? On voit très bien l'intérêt de construire par briques notre formation. Quand notre temps est limité, quelle serait votre priorité? Je commencerai, vous le voyez, puisque je suis mon modèle, hein, par dire quel facteur veut-on impacter. D'autre part, quelles sont les autres ressources. Donc, il se pourrait que vous soyez dans une situation où vous avez déjà des ressources écrites, où vous avez déjà des ressources vidéo, où vous avez déjà des ressources de collaboration entre une infirmière plus formée et moins formée. Voilà. Alors, quel est le problème prioritaire? Vous me parlez de priorité, moi je dirais non pas la méthode prioritaire, mais le problème prioritaire. Est-ce que les personnes ne savent pas? Est-ce que les personnes ne veulent pas? Est-ce que les personnes considèrent qu'elles n'ont pas le temps? Est-ce que vous voyez, ne savent pas faire comme, ne savent pas exécuter? Vous voyez? Donc désolé de vous renvoyer la balle, hein, ah non, mais je dirais pas du tout, je trouve le problème prioritaire avant la méthode prioritaire. Mais vous prêchez un convaincu, parce qu'en fait, effectivement, ce que l'on veut toujours, c'est des recettes, des solutions. Et on est dans un monde de l'Internet, c'est-à-dire l'instantané. Or, on ne prend pas le temps d'évaluer correctement la problématique. Aujourd'hui, parmi nous, on est en train de... Et d'ailleurs, j'ai fait le constat auprès du président de la société en disant, il y en a marre, ça fait des années qu'on est dans le constat. C'est-à-dire, voilà, 20%, ça va pas, ça marche pas, et on n'a pas les solutions. Mais pourquoi on n'a pas les solutions? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens d'évaluer la problématique. Et pour travailler sur la problématique, il faut qu'on travaille soit avec des personnes qui font de la pédagogie, soit des personnes qui font des sciences humaines et sociales. On est beaucoup dans la technicité et non pas dans l'interprétation du phénomène. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je ne sais pas très bien comment nous, hygiénistes sur le terrain, pour changer les matériaux, sachant que, juste en termes d'enseignement, sachez que sur les facultés françaises, il y a moins de 7 heures de prévention du risque infectieux pour le corps médical. Et que la formation, elle reste toujours très descendante présentielle, et elle n'est pas basée sur les compétences, mais sur les connaissances. On est quand même le pays le plus fort pour avoir les gens les plus diplômés et les plus incompétents à côté. En termes de compétences, à la faculté, nous n'avons aucun moyen d'évaluer si les étudiants sont capables de mettre en application ce qu'ils ont appris avec leurs connaissances. Ce qu'on évalue tout le temps, c'est de la connaissance. Et donc la question est de savoir comment en pratique nous pouvons faire pour pouvoir expliquer le phénomène et y apporter des réponses, toujours dans un temps très limité. Vous avez vu qu'en une demi-heure, tout ce que j'ai fait, c'est un cadre pour qu'on puisse partager au moins une vision des choses, savoir où sont les problèmes, et d'autre part, comment les appeler, quel nom leur donner. Hein. Par exemple, prenons les méthodes. Des méthodes, on en découvre tous les jours, et c'est normal, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est comme les molécules, on peut en inventer tous les jours. Hein. Et d'ailleurs, les pédagogues, souvent, se font connaître par la méthode qu'ils ont mis au point. Mais quand on regarde de près, c'est toujours les mêmes atomes. Mais c'est vrai que le fait de les intervertir, ou le fait de leur donner, prenons la résolution de problèmes, c'est pas la même chose d'enseigner à des personnes la solution d'un problème que de les mettre devant un problème qu'ils doivent résoudre. Ça n'est qu'une interversion temporelle, mais elle est cruciale et ça change la molécule, ça change la méthode. Hein? C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci Jean-Raph, merci professeur Leclerc. Bravo. Merci d'avoir fait le lien, parce que c'est vrai que la formation était quand même, les méthodes pédagogiques ont été un thème quand même majeur aussi dans ce congrès. Et merci d'avoir fait le lien justement entre, de manière plus structurée, entre les outils qui sont proposés, connectés, pas connectés, simulation, mise en pratique, échange, avec justement des besoins réel de terrain. Si je peux illustrer ça, donc je donne cours à Paris depuis 34 ans dans un laboratoire qui s'appelle Éducation et pratique de santé, Paris 13, à Bobigny, pour ceux qui connaissent, d'où est aussi Monsieur Bouchot. Chaque étudiant en soins infirmiers me donne comme travail de validation un cas qu'il a analysé. Tous les cas sont différents. Il y a des cas qui ont évidemment des points communs, mais chaque cas est individuel en éducation thérapeutique du patient. Hein. Je ne dis pas en éducation des professionnels.
Mais ils ont chaque fois, et ça mérite une analyse à chaque fois, et la méthode qu'ils ont utilisée, elle est consécutive à l'analyse des besoins, à l'analyse des facteurs qu'ils ont détectés dans ce cas-là. Et donc, je n'ai pas de réponse à « que faut-il faire ?» si je ne sais pas où est le problème, vous voyez. Merci. Merci à tous. Le congrès se termine avec votre présentation. Au nom de la SF2H, nous remercions l'ensemble des participants qui ont fait aussi le succès de ces 3 jours. Nous vous proposons de nous retrouver un petit peu plus à l'ouest, toujours sur la côte. Pour 2018, nous vous accueillerons sur Montpellier et j'espère que ça aura autant de douceur et que voilà, l'ambiance et le climat, le succès aussi. Merci à Europa d'avoir suivi et accompagné tout ce congrès et permis, je l'espère, de vous satisfaire. Et puis tous ces sujets abordés, toutes ces expériences partagées, eh bien j'espère vous porteront à amener d'autres expériences pour le prochain congrès. Donc, merci à tous. Et vous avez aussi le droit à la déconnexion, même si c'était très prenant sur ces journées. Bon retour à tous. Merci.